Marc Juteau est encanteur sportif depuis plus de 20 ans. 3 fois par année, sa chasse au trésor est en ligne et fait saliver les collectionneurs de la planète qui misent gros pour gagner. Sa quête le mène partout, Toronto, Chicago, Milwaukee et parfois chez les plus grands, Paul Anderson, Bobby Hull et même sur la trace de Babe Ruth. En route pour Milwaukee, ville des Brewers, de la bière et, dans le cas qui nous concerne, de Mears, une firme spécialisée dans l'authentification d'objets sportifs. Marc Juteau leur a fait parvenir un bâton de baseball qui aurait appartenu au célèbre Babe Ruth. Toi, tu étais à la recherche de preuves. En fait, ça, c'est une deuxième opinion. Il y a quelqu'un qui nous a dit que cette compagnie-là était très respectée. Pourquoi une deuxième preuve alors si la première est déjà bonne? Bien, simplement parce que des fois, il y a comme deux lignes de pensée. Il y a des gens qui préfèrent certains authentificateurs plus que d'autres. OK. Donc, en ayant une certification des deux, on couvre tout le terrain complet. OK. Là, tu n'as aucune idée du résultat. Non. Pendant le processus, ils n'ont pas voulu me donner d'informations. Ils nous ont dit qu'on aurait toutes les informations au moment de la réception. J'ai hâte de voir. Okay. Cette ancienne salle paroissiale centenaire est aujourd'hui une forteresse que notre guide francophone nous permet de franchir en l'absence du patron. C'est comme un musée, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la collection personnelle de Troy. Oui, exactement. Okay. Troy qui est le propriétaire de la compagnie. Oui, c'est ça. Troy Kinnunen est non seulement un authentificateur de réputation internationale, c'est aussi un encanteur comme Marc Juteau et enfin, un grand collectionneur. Passionné de l'histoire du baseball, il en a fait un musée privé qu'il garnit à grands coups de circuit. Oh, il y a des vieux bâtons ici. Hein? C'est des bâtons qui datent des années 1800, ça. Là. Il y en a vraiment des très vieux. On n'a pas vu Babe Ruth encore, hein? Non. Oh! Il est là, notre bâton! Mais c'en est un. Oui. 1932, Babe Ruth Game Used Bat. Ça ressemble-tu au tien? Celui qu'on a envoyé, ça datait des années 20. Celui-là, c'est 1932. C'est un petit peu différent, mais tu vas voir que c'est similaire quand même. Oui, oui. Mais le bâton qui intéresse Marc Juteau n'est pas en vitrine. C'est le grand moment. C'est le grand moment de prendre voilà possession le d'un bâton de Babe de... Ruth. Excellent. Merci de nous remettre le bâton. Letter of opinion. Ça dit que c'est authentique, que c'est game use, final grade characteristic game use, authentique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Marc Juteau est perplexe. L'évaluation ne correspond pas à ce qu'il s'attendait. Tu t'attendais à d'autres choses? Non, ben écoute, c'est la première fois que j'ai une lettre qui vient d'eux, fait que je sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire, mais... Pas de chiffre. C'est Troy qui fait ça, mais... Vous donnez pas des grades aussi? Mears a l'habitude d'évaluer de 1 à 10 les bâtons qu'il analyse pour leur qualité et leur état. Ah, ça serait bien si quelqu'un pouvait nous expliquer la lettre, ce que ça peut vouloir dire, ça serait très bien. Hi. Hey, how's it going? Just had a question about the Yeah. letter. If you have a minute? Aaron prend connaissance de l'évaluation avec nous. À son avis, tout s'explique ici, dans le cercle de la compagnie. The 125 in the center brand where the 40 BR is normally found there on the ones that are for sure professional model. Les bâtons professionnels de la compagnie Hillrich et Bradsby, mieux connus sous le nom de Louisville Slugger, ont toujours l'inscription 125 dans l'ovale. Les bâtons identifiés avec le chiffre 40, suivi des initiales du joueur, dans notre cas BR pour Babe Ruth, étaient destinés au grand public. Yeah, I would guess that's probably why it didn't get a full grade. If it qualified for a numerical grade, he would have done that. Mears certifie l'authenticité du bâton. C'est un vrai 40 BR du début des années 20. Mais il ne va pas plus loin et ne l'associe pas à Babe Ruth. Bon ben. Il n'est pas rare de voir un bâton du Bambino se vendre plus de 100 000 $. Avec cette seule évaluation, ce bâton irait au mieux chercher quelques centaines de dollars. Heureusement, Marc Juteau a en poche l'autre évaluation, celle de la firme PSA, qui, elle, va beaucoup plus loin. C'est que Babe Ruth, en 1921, commandait ses bâtons, puis les bâtons qui étaient faits pour les magasins et les bâtons qui étaient faits pour lui étaient identiques. Certains de ces bâtons-là, avec ces inscriptions-là, ont aussi été utilisés par les joueurs professionnels. Selon leur spécialiste John Toby, l'usure, les marques de balles et un détail important, l'absence de l'inscription du poids à l'extrémité, habituellement réservée aux modèles de magasin, confirme que c'est bel et bien un bâton utilisé par Babe Ruth à ses débuts avec les Yankees de New York.
Enfin, ce chiffre, 39 pour 39 onces, et l'inscription au crayon George H. Ruth correspond au bâton que retournait Babe Ruth à la compagnie. Le fait qu'il y ait le side riding, que ce bâton-là vienne directement de la compagnie Louisville Slugger, vient confirmer que c'est le premier modèle comme étant un Game Used de Babe Ruth. C'est la première fois qu'il y en a authentifié. Mears avoue que c'est la première fois qu'il voit cette inscription sur un modèle dit grand public. As-tu pris de la valeur ou... Écoute, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te répondre. Non, hein? Non. Que vaut-il aux yeux des acheteurs? 1000, 10 000, 100 000 $? Une fois l'encan, il appartient aux collectionneurs d'en déterminer la valeur. On reprend la route, direction Chicago, rencontrer un membre de la famille propriétaire du bâton, un sportif presque aussi célèbre que Babe Ruth, le légendaire joueur de hockey, Bobby Hull. The greatest slugger in the history of baseball. À l'entendre, son interprétation a bien plus de valeur que celle des authentificateurs. When I think about this bat, I can almost see his fingerprints up there on the end of that bat. Bobby Hull l'avait obtenu d'un ami, puis dans les années 80, il l'avait donné à l'un de ses fils, Brett Hull, alors qu'il débutait à son tour sa prolifique carrière. And when Brett and I were talking about it, I said, you gotta have this because you're that important to me. And that's how Brett Hull happened to have this bat. And Brett Hull. Brett Hull gave it to Mark, and here we are. Full circle. Yeah. Le légendaire Bobby Hull a compté plus de 1000 buts de 1957 à 1980, d'abord avec les Blackhawks de Chicago, puis pour un contrat historique d'1 million $, il est passé aux Jets de Winnipeg de la nouvelle ligue concurrente, l'IMASH. À 40 ans, il est revenu à la Ligue nationale aux côtés de Gordie Howe et les Whalers. Je considère aussi que Bobby Hull est le dernier des grands de la période du Golden Age qu'on appelle du hockey. Well, I never thought of it, and I didn't want to be the last. Charismatique, toujours disponible et très populaire, le Golden Jet aura bientôt 80 ans, mais on sollicite toujours son autographe qu'il distribue généreusement. I used to have a bunch of my rookie cards, Oh, really? but for some reason, there's a guy in the audience here that took them away from me and sold them on me. It's all my fault, Bobby. Tout un personnage, ce fameux Bobby Hull-là. Écoute, Bobby Hull, je pense que c'est le deal le plus dur que j'ai eu à faire de toute ma vie. I had my trunk full of stuff that I had at home, and I showed Mark what I had. I said, Je suis Bobby Hull. Si tu veux faire des affaires avec moi, dis fais-moi un chèque pour 1 million, puis après ça, on parle. and that's exactly. I met with Mark in Kingston, Ontario. Yeah, you got a good memory. J'ai dû bien négocier mes affaires un peu parce que 5-6 heures plus tard, je suis parti de là. J'avais fait un chèque de 50 000 $, puis j'étais parti avec ces items pour les mettre à l'encan pour lui. 50 000 $ en garantie pour l'encan Bobby Hull qui s'est déroulé en mai 2004. Des centaines d'articles ont trouvé preneurs, même ses passeports canadiens. Plusieurs lots ont atteint les 5 chiffres. Mark, you sold that ring originally for about $86,000, wasn't it? 85 237 $ pour l'unique bague de la Coupe Stanley de Bobby Hull, un record absolu pour ce type de bijoux. Je me rappelle bien, on a vendu peut-être pour 650 ou 700 000 de stock parce que ça a été un des grands encans qu'on a fait. L'amitié perdure depuis. Why did you leave in 72? Beaucoup d'argent. Et de l'argent, c'est ce qu'il souhaite maintenant pour son fils. 2 paper bags outside Maple Leaf Gardens, one with $19,000 in cash, the other with a jersey. So that's how this famous jersey got into my hands. Hey Gilles, t'as le catalogue? Tu emmènes ça? Le catalogue de l'encan d'hiver avait le fameux bâton utilisé par Babe Ruth. On a du beau stock dans ce temps-là. Tu es content de l'avoir, ton bâton de Babe Ruth sur le catalogue? Là? C'est Ouais. confirmé, c'est réglé, c'est fait. On va attendre de voir s'il y a bien du monde intéressé, puis OK. si on a de l'intérêt. Le bâton a reçu 2 évaluations d'experts. Utilisé par Babe Ruth selon PSA, simple bâton d'époque selon Mears. C'est dans l'attente de l'évaluation la plus probante, celle des collectionneurs, que l'équipe de Classic Auctions a lancé le bâton dans la partie à 10 000 $. Un mois plus tard, ils ont frappé en lieu sûr. Pas de coup de circuit à 100 000 $, comme avec les bâtons officiels utilisés par Babe Ruth. Pas de fausse balle à 250 $ non plus, le prix de bâton de boutique en ligne. Ce bâton intriguant, unique, a été relancé 15 fois et a trouvé preneur pour un peu plus de 45 000 $. Vu les circonstances, je suis satisfait du résultat quand même, puis surtout satisfait parce que le consignataire Brett Hull semble être satisfait lui-même.
3 fois par année depuis plus de 10 ans, les encans de Classic Auctions sont millionnaires. Les éditions spéciales dédiées aux collections personnelles de Bobby Hull, Jean Béliveau ou Maurice Richard ont fait la réputation de Marc Juteau et de sa compagnie. Mais sur la plus haute marche du podium, il n'y a qu'un item. Le lot 569 de l'encan de juin 2010, celui du chandail de Paul Anderson. Voici l'histoire d'une transaction qui a changé sa vie et du but le plus important du hockey canadien. Le 28 septembre 1972 à Moscou, de valeureux joueurs de hockey tentent d'éviter l'humiliation en voie de perdre la série de 8 matchs contre les Soviétiques. Mr. Paul Anderson. Well, hello. Welcome. Welcome to the Hendersons. Il y a presque 50 ans, cet homme sauve la fierté de tout un pays. I did something totally unpremeditated, something I never did before in my life, never did it again. I just felt that I had to get out on the ice. So I jumped over the boards, and Conway had it at the far boards. And my momentum carried me right into the boards. Esposito took a whack at Tretiak, but he kicked out the rebound. And man, and I actually panicked, fired the puck, and he got it with his foot. And then he went down, and then I had about a foot to put it in. He came back, and I've been doing this for 40-some years now. Ce but avec 32 secondes à faire a cristallisé l'histoire et permis au Canada de l'emporter 6-5. Paul Anderson, loin d'être une super vedette, devient instantanément un héros national. À ce moment, il est loin de se douter que son chandail blanc, numéro 19, deviendra l'un des objets sportifs les plus convoités. Of course, they just you put it in your equipment bag, and this was you never take your sweater with you after the game. L'histoire veut qu'il le donne en cadeau à l'un des 4 préposés à l'équipement de l'équipe. Joe Sco. That's it. Joe Sco. Because he was a good guy, and he always took good care of me, and he did when I played for the Leafs, and he did with Team Canada too. So, who better to give it to? Paul Anderson donne le chandail à Joe Sco. Ouais. Joe Sco le garde quelques années, semble-t-il, et là, le revend. C'est quoi qui se passe après? Dans les années 80, il y aurait un échange là, entre un collectionneur de Toronto qui s'est porté acquéreur à ce moment-là, mais à travers une tierce personne. Et cette personne-là qui l'a acheté, est-ce qu'on sait qui? Oui, c'est John Green Shields. I got the jersey, and my intention was that it would never go out of my hands. It would be in my family's hands forever. John Green Shields, un Torontois de 71 ans à la retraite, a eu la chance d'être le premier collectionneur à détenir le fameux chandail. A middleman who don't need to even mention says, John, this is available if you're interested, but you got 24 hours to make a decision. And the price is Henderson's number. Okay. $19,000. Yes, yes. Now, at the time, that was, as Mark would tell you, that was outrageous. I mean, it's ridiculous. 19 000 $ pour le chandail. Cette opportunité, malgré ce prix indécent, en valait le coup. This famous jersey, this is how the actual transaction to change. 2 paper bags outside Maple Leaf Gardens. 2 paper bags outside Maple Leaf Gardens. One with $19,000 in cash, the other with a jersey. So that's how this famous jersey got into my hands. And it was in my bedroom. To me, it was important to get up in the morning and look at that. And that's how I started my day every day. Pendant 18 ans, John Green Shields admire son chandail à chaque matin. Mais au milieu des années 2000, il dit craindre qu'il soit déclaré trésor national et qu'on l'oblige à le donner à un musée. Il est donc à vendre de nouveau. And I had no idea of what its value might be at the time because it really was a unique item. Un des acheteurs intéressés est Paul Anderson. So I contacted this guy, and I offered him $25,000 for the thing, but he wanted $35,000. And all I wanted to do was give it to the Sports Hall of Fame or something like that. And I said, well, I'll give you $25,000, and I'll give you $35,000. I started to hear sizable offers. I started to realize, well, it has a certain significance. And to make a long story short, Mark came into the picture because Mark was dealing with huge collections and significant collections and could be trusted. Ça n'a pas pris trop de temps. Finalement, après quelques semaines, j'avais trouvé un acheteur, un collectionneur du Colorado. Il avait payé le prix qu'il voulait? Oui, il avait donné exactement le prix qu'il voulait. Combien? 150 000 américains. Malheureusement, ce collectionneur anonyme est tombé malade, un cancer foudroyant. Il s'en remettra, mais l'intérêt pour les chandails de hockey n'est plus là.
Toute sa collection est liquidée chez un marchand de New York. Le chandail de Paul Anderson était sur la liste de vente pour 150 000 Le gars voulait simplement avoir son argent. Le marchand de New York n'a pas réussi à vendre son chandail encore pour 150 000 pendant quelques temps. Moi, j'avais l'impression que le monde ne réalisait pas à quel point c'était important. En 2009, après 2 ans de négociations, Marc Juteau réussit à convaincre le collectionneur de passer par sa maison d'Ancan. Il y avait un risque qu'il sorte à 30 000, 40 000 pareil. Là. Je ne sais pas si tu savais déjà d'avance que quelqu'un serait prêt à mettre l'argent qu'il n'avait pas pu mettre il y a 6 ans, 4 ans, 3 ans. Mais toi, ta part de risque à toi, c'était quoi? Bien, en fait, moi, j'ai fait une entente avec ce consignataire-là que j'avais jamais faite à ce moment-là de ma vie, puis que j'ai jamais refaite depuis. On touchait aucun montant jusqu'à ce qu'il ait son 150 000 puis qu'il soit protégé pour son prix d'achat. Finalement, je faisais ça gratuitement pour lui jusqu'à ce qu'il récupère son argent. Donc, on comprend bien que si tu l'avais vendu sur les 15 000, tu aurais perdu sur les 15 000. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui te faisait dire que ça valait plus que ça? Tu étais pratiquement le seul à y croire, finalement. Je comprends bien. Même celui qui l'avait voulait juste faire son argent. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que ça, c'était le moment charnière. Puis le marchand de New York qui n'était pas capable de le vendre, puis je me rappelle, je l'ai pris, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit « That's the jersey ». Il m'a regardé, il dit « Pourquoi tu dis ça? » Vous ne comprenez pas à quel point c'est important. C'est le chandail. Le 24 mai 2010, Classic Auctions lance son encan du printemps, celui qui contient le chandail de Paul Anderson. Le prix de départ était 10 000, puis s'il y avait eu juste une mise, on le vendait pour 10 000. 2 jours plus tard, il atteint 66 000 $. 5 jours avant la fermeture, il est déjà le chandail de hockey le plus dispendieux de l'histoire, à 232 000 $. Les médias sont vraiment intervenus. Là. Je pense à tous les jours, on passait à la télévision. Il y avait des médias différents qui se pointaient à nos bureaux pour voir le chandail, pour faire une entrevue. Tout le monde veut que le chandail revienne au Canada. C'est le mot d'ordre à travers le pays à ce moment-là. Dans la dernière heure, Canadian Tire, Groupe Forzani, Molson et Shaw sont parmi les acheteurs intéressés, mais aussi les milliardaires Jim Pattison de Vancouver et Mitch Goldhar de Toronto. And I was doing a crossword. Well, it got up to about, it went over 5 or something like that. En dedans de peut-être 15-20 minutes, ça a passé de 500 000 à 1 million assez rapidement. Là. 15 minutes later, my grandson, Grandpa, it's over $1 million. C'était incroyable. Écoute, on n'en revenait pas. On n'en croyait pas nos yeux. Mitch Goldhar, avec la 41e mise du lot, obtient le chandail de Paul Anderson pour 1 275 000 $ américains. Marc Juteau a gagné son pari. Et beaucoup d'argent. Avec le recul, tout le monde dit « t'aurais dû l'acheter ». Ça, c'est le dire par après. On ne change pas le cours de l'histoire qui finit bien, sauf si elle est fausse. Et à notre grand étonnement, la première partie le serait. C'est ce que nous raconte Joe Sgro, celui qui, en 1972, aurait eu ce cadeau de Paul Anderson. They say that you own for a moment the Paul Anderson jersey. Never had it. I wish I did. I would have been a millionaire today. L'histoire veut que la route du chandail de Paul Anderson, de son fameux but de 1972 à sa vente record en 2010, débute par un cadeau d'Anderson à un préposé d'équipement. Who owned the jersey at that point? The trainer. It came through the trainer. He had all the... Remember his name? Oh, yeah, Joe Sgro. On a retrouvé Joe Sgro, celui qui, en 1972, aurait eu ce cadeau de Paul Anderson. I'll be 78 in January. 78, January? Yeah. Okay. Young man, eh? Well, seemed like top shape, working with the alumni. L'homme sympathique de 78 ans est toujours préposé à l'équipement, maintenant avec les anciens Leafs. Mais dès la première question, il a cette bombe pour nous. They say that you own for a moment the Paul Anderson jersey. No. You didn't? I never, ever had the Paul Henderson jersey. This is it. I had a sweater, that sweater worn in Canada. Celui des 4 premiers matchs au Canada était rouge. After the game, he just threw it. He said, "Here, I don't want it anymore," something like that, eh? You know. After the fourth game. After the fourth game, yeah. Vancouver. Okay, here, you take. I don't know. Get rid of it. So you got this one? Well, absolutely, yeah. Okay. I kept the sweater. Okay. Et c'est ce chandail rouge, beaucoup moins important, qu'il aurait vendu 5 000 $ dans les années 80 afin d'éponger une dette d'affaires. I went to the owner. Here's your money. Thank you very much. And that is the last that I've seen of that red sweater. The white sweater, my friend, please, I have no idea where in the hell it's got to. You don't know? Maybe Alan Eagleson grabbed it at the start. I hope he didn't get mad at me for mentioning his name.
but he might have grabbed it. Alan Eagleson, c'est cet ex-avocat de Toronto derrière la série du siècle. Plus tard, en 1989, il sera condamné à 18 mois de prison pour fraude auprès de l'Association des joueurs. Il vit dans l'ombre depuis. You think it's Alan Eagleson who got it? No. Je connais bien Alan Eagleson, puis moi, je me dis que lui en était propriétaire. On a passé à travers plusieurs items que lui avait en sa possession, puis il m'a jamais fait part qu'il avait déjà eu le chandail de Paul Anderson. Moi, j'ai toujours entendu dire depuis le début que Joe Screw avait eu le chandail à sa possession tout de suite après la série. He had the red and the white one? Better shut this off for a minute. OK, So no figure problem. this out. Yeah. Henderson croit qu'il y a malentendu. Il n'a personnellement aucun intérêt à défendre qui que ce soit. Sa gloire, il l'a obtenue avec son but, pas son chandail. You are sure that he had it? Oh, for sure. The white one? Oh, for sure. He didn't sell the red one because he never gets. That's the one that's in the Hall of Fame. Le rouge, Paul Anderson l'a donné au temple de la renommée du hockey. Par ailleurs, fait méconnu, le Canada a disputé 2 parties hors concours en Suède au milieu de la série. Ces rencontres en sol suédois ont été jouées avec les chandails rouges utilisés au Canada. Le mystère n'est peut-être pas résolu, mais le chandail blanc, lui, est véritablement celui du but gagnant. C'est quand la dernière fois que tu l'as revu? Le chandail, le fameux chandail, Ouais. le jour où je l'ai livré à Mitch Goldhar en 2010, juin 2010. Je me sens comme Indiana Jones dans Raiders of the Lost Ark. Wow. Le chandail du but gagnant de Paul Anderson a finalement trouvé sa place dans un musée. Alors, on est assez fiers de l'avoir à notre expo. Ça va être ici, au Musée de l'Histoire, exclusivement. Son propriétaire, Mitch Goldhar, l'a prêté au Musée canadien de l'Histoire, une pièce maîtresse de l'exposition hockey sur notre sport national d'hiver. Qu'est-ce que ça fait de te revoir comme ça, le chandail? Ah non, ça me fait vraiment... ça représente beaucoup pour moi, ce chandail-là. Ça a été un moment important de notre entreprise. Puis depuis ce jour-là, on a acquis une notoriété, je te dirais, qui nous a beaucoup aidés. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il se retrouve dans un musée maintenant? Je pense qu'il est à sa place. Je pense que ce chandail-là, définitivement, avait sa place dans un musée. Puis là, je pense qu'il va être dans plusieurs musées. Il va faire le tour. Là, c'est quand même encore récent, mais dans 100 ans, ça risque encore d'être dans les musées. Puis les jeunes pourront en profiter. Fait que tant mieux. C'est fantastique. Penses-tu le revendre un jour? Ah, on sait jamais. Never say never.